bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Neko Likongo. Je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette activité en mode virtuel intitulée l'International à l'Université Gustave Eiffel, activité qui se tient dans le cadre de l'édition 2022 de la France à l'UQAM. Alors, cette séance s'adresse essentiellement aux personnes étudiantes qui réfléchissent à l'idée d'effectuer un séjour de mobilité à l'étranger et qui veulent en apprendre davantage sur l'Université Gustave Eiffel. J'attire votre attention sur le fait que cette séance est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne afin de permettre à l'ensemble de la communauté étudiante d'avoir accès aux informations qui seront présentées ce matin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Floriana Capodiferro, chargée de mobilité internationale au sein du service des relations internationales de l'Université Gustave Eiffel. Bonne séance et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions aux intervenants après leur présentation. Bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et présenter l'établissement Université Gustave Eiffel. Je vous présenterai maintenant un petit PowerPoint. L'Université Gustave Eiffel est sûrement une université unique, atypique et pionnière parce qu'elle rassemble un organisme de recherche, l'IPSTAR, une université, l'Université Paris-Marne-la-Vallée, une école d'architecture et 3 écoles d'ingénieurs. L'Université Gustave Eiffel est une université très jeune. Elle est née en 2020 grâce à la fusion de l'Université Paris-Marne-la-Vallée et l'Institut de recherche IFSTAR. Et plus tard, a intégré les 3 écoles d'ingénieurs. Avec ses antennes, elle est présente dans toute la France. Et les formations sont concentrées principalement dans le campus de Marne-la-Vallée, qui est à 20 km de la capitale, donc de Paris. Il y a à peu près 16 500 étudiants et étudiantes, 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs et environ 1700 agents. La position de l'établissement du campus est assez stratégique parce qu'on est au juste milieu entre la ville et la Seine-et-Marne. Avec le RER, c'est un train régional, on peut joindre le centre de Paris en 20 minutes à peu près. Et on peut aussi visiter la région Seine-et-Marne, qui est magnifique. C'est un peu la région des châteaux, des forêts. Et les étudiants, ils adorent pouvoir étudier dans un campus où il y a beaucoup de verdure, il y a la possibilité de choisir les sorties en ville, mais aussi pendant le week-end de visiter, par exemple, les châteaux et les activités de la région. Gustave Eiffel est une université qui regarde beaucoup l'international. C'est une valeur qui est au cœur de la stratégie. L'université Paris-Marne-la-Vallée, donc le périmètre ex-UPM, gère aujourd'hui 4 programmes d'échange. Le programme Erasmus+, avec l'Europe, mais aussi des pays comme la Russie, le Kazakhstan, l'Inde, l'Argentine, le Madagascar. Le programme MICEFA, avec les échanges dans les universités aux États-Unis et au Canada. Le programme BCI avec le Québec et plusieurs conventions bilatérales avec le Canada, l'Amérique latine, les États-Unis, l'Afrique et l'Asie. On a à peu près 250 accords de coopération en Europe, 126 accords bilatéraux dans le monde entier. Et parmi les étudiants qui viennent dans notre établissement pour effectuer un programme d'échange, on peut compter à peu près une centaine d'étudiants. Et pour les étudiants sortants, à peu près 250. Et on a 4 programmes de double diplôme en Asie et en Europe. Alors, qu'est-ce que c'est un programme d'échange? Le programme d'échange, c'est un accord institutionnel qui permet aux étudiants de participer pendant un semestre ou 2 semestres dans un établissement partenaire. L'étudiant reste étudiant de l'établissement d'origine et effectue un semestre ou 2 dans un établissement partenaire.
Et chaque année, nous, on reçoit vraiment beaucoup d'étudiants qui veulent connaître un peu la culture française et aussi pour avoir une expérience d'études dans un pays étranger et connaître d'autres méthodes d'enseignement. La mobilité interne est, on va dire, quelque chose que nous tenons vraiment à cœur et nous, on fait un accueil vraiment sur mesure. Déjà, on peut garantir aux étudiants au programme d'échange la possibilité de loger dans les résidences universitaires qui sont vraiment dans le campus. Et on a un quota d'une centaine de places. Donc, tous les étudiants qui viennent au programme d'échange peuvent s'appuyer sur une chambre dans une de nos résidences courses, résidences universitaires. Puis, notre service peut garantir un accompagnement tout au long de l'installation. On sait parfaitement que quand on arrive dans un pays étranger, on a besoin de connaître un peu le système administratif. Et nous, on aide tous les étudiants dans toutes les démarches, comme par exemple l'ouverture d'un compte bancaire ou d'un compte d'électricité ou gérer les contrats d'assurance habitation ou les demandes d'allocation logement parce que le gouvernement français donne la possibilité d'avoir une aide pour payer le logement dans les résidences universitaires et aussi dans toutes les démarches qui concernent les contrats pour obtenir une carte pour les transports dans les services de transport commun. Et aussi un service pour le renouvellement ou la confirmation d'un visa étudiant. Il y a aussi un accompagnement pédagogique parce que quand un étudiant part en programme d'échange, doit suivre des cours dans une formation, dans la formation qui est la plus proche aux enseignements de l'université d'origine. Et pour ça, il y a des enseignants qui vous aident à établir un planning des cours. Et pour faciliter aussi on va dire, le mélange avec les étudiants de Gustave Eiffel. On organise tout au long de l'année académique plusieurs sorties culturelles et aussi un système de body programme pour rencontrer les étudiants français, les étudiants de Gustave Eiffel. Donc, nous, on a vraiment hâte de vous accueillir et j'espère l'année prochaine de vous compter parmi nos étudiants. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Martin Laliberté, qui est professeur des universités et responsable des masters Arts, Lettres et Civilisation. Et puis, ça sera le tour de Madame Sophie Moreau, qui est maître de conférences en géographie. Et ces enseignants connaissent parfaitement la mobilité parce que tout au long de l'année, ils aident aussi les étudiants qui viennent à Gustave Eiffel pour faire un programme d'échange. Merci beaucoup, Floriana. Je vais mettre ma présentation aussi. Bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin pour vous parce que, comme vous l'entendez, j'espère, je suis issu de la ville de Québec et c'est à la suite de trois programmes d'échange du type que l'on présente aujourd'hui que je suis resté en France et que j'ai décidé d'y faire ma vie. Je vous parlerai peut-être des questions personnelles après si vous le voulez bien. Euh, alors, l'université Gustave Eiffel, Floriana a dit l'essentiel, sauf peut-être un point qui peut vous intéresser, qui était sous-jacent à ce qu'elle disait. C'est une université suffisamment grande pour être tout à fait riche dans tous les domaines, avec tous les équipements qu'il faut, mais c'est aussi une université à échelle humaine. Et je pense que c'est un point important quand on arrive à l'université, de ne pas être juste un anonyme dans une grande masse de personnes, mais bien une étudiante, un étudiant qui a sa place parmi les autres. Et vous pouvez compter, croyez-moi, sur l'équipe des relations internationales de Marne-la-Vallée pour vous accueillir. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ils font un travail tout à fait riche et qui soutient bien les étudiants qui viennent nous visiter.
Alors, si vous veniez nous voir, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser chez nous? Je représente ici ce qu'on appellerait au Québec la faculté des arts et des lettres. Ici, ça s'appelle l'UFR, l'unité de formation et de recherche. Et nous proposons des formations en lettres et en arts. Le nom le dit clairement. Il s'agit en fait d'un groupe de formation dans 4 domaines complémentaires. Les formations en musique, le premier cycle s'appelle la licence musique et métiers du son. La licence art comporte aussi un parcours en études visuelles et médias et arts numériques. C'est une variante spécialisée d'histoire de l'art en lien avec les arts numériques. Cinéma et audiovisuel, le nom est explicite. Et ça, c'est pour la licence art. Et il y a aussi des licences en lettres, une en lettres modernes, et avec une branche qui est plus particulièrement tournée vers les relations entre les lettres et la création numérique, et une autre branche qui se destine à la formation des enseignants au premier degré à l'école primaire. Par ailleurs, on travaille étroitement aussi avec la faculté des langues étrangères, et 3 grandes formations là-bas, en espagnol, en anglais, en traduction spécialisée anglais ou espagnol, et en enseignement des langues au premier et au second degré, donc au primaire et au secondaire. La licence correspond au baccalauréat québécois. Je pourrais vous répondre à des questions sur les licences lettres et sur les parcours de langue si vous le voulez. Ma spécialité personnelle, c'est la musique. Je suis venu à Paris pour faire de la musique et j'ai eu l'occasion de contribuer au développement des arts à l'université. Alors, trois grandes formations en art, comme je le disais. Principalement la licence musique et métier du son, qui peut piquer la curiosité de certaines et de certains d'entre vous. Les métiers du son sont très nombreux et on essaie de former des jeunes à l'ensemble de ces choses-là. Ça va de compositeurs, ingénieurs du son à musiciens, à enseignants de la musique aussi et les différentes autres combinaisons que vous pouvez imaginer à partir d'une formation de premier cycle comme celle-là. Notre licence est un peu distincte des autres du fonctionnement français habituel. Dans la plupart des universités, la licence est une licence de musicologie, c'est-à-dire une licence d'histoire et d'analyse de la musique. Et les enseignements pratiques de la musique se font plutôt dans les conservatoires de musique. Nous, on essaie d'assurer un lien entre les deux et on essaie aussi d'assurer des liens vers les métiers du son pour l'image, par exemple, ou l'ingénierie sonore. Bien, ça c'est un peu technique. On fait du sound design, on fait de la composition, on fait de l'ingénierie sonore, comme vous le voyez. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a une formation à échelle humaine. C'est très vrai pour les formations en art et pour la musique. 70 étudiants en première année de bac, de licence, ce qui permet à l'équipe pédagogique de vraiment encadrer les étudiants, de vraiment les accueillir. Et personne n'est un numéro chez nous. Ce n'est pas des grands amphis impersonnels. C'est vraiment un travail étroit et collectif. On se situe dans une partie nouvelle de la région parisienne. Marne-la-Vallée est célèbre pour être une ville nouvelle, comme on dit. En étant en dehors de Paris-Centre, on a des locaux qui sont disponibles parce qu'il y a plus de places en banlieue qu'il y en a au centre-ville, bien évidemment. Ça, c'est notre salle de pratique collective. C'est là où les orchestres jouent, où la chorale se réunit et où on fait beaucoup d'activités concrètes autour de la musique. On a aussi des petits studios où les gens peuvent pratiquer la musique ou le cinéma. À gauche, ici, on a
station de montage, une cabine de montage pour les étudiants en cinéma qui préparent des films et qui ont besoin de ces outils-là. Et par ailleurs, on peut aller assez loin avec le matériel. On est très, très heureux et très fiers d'être correctement équipés, ce qui n'est pas si évident en région parisienne et même en France. Et avec beaucoup de matériel à la disposition non seulement des enseignants, mais aussi des étudiants qui peuvent faire des projets. Et on encourage très vivement les étudiants à faire des projets individuels ou en petits groupes. C'est comme ça qu'on apprend les métiers auxquels se destinent nos formations. Bien, ça, c'est pas indispensable. La deuxième chose, ou la vilaine faute, la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est le deuxième cycle, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Québec les maîtrises et ce qui s'appelle en bon franglais français le master. Ce qu'on offre ici est à nouveau un peu le rassemblement des mêmes choses. Le master de Marne-la-Vallée, de l'Université Gustave Eiffel, il y a un seul master pour les arts et les lettres. Il s'appelle Arts, lettres et civilisation. Et en fait, il est la réunion de parcours en lettres et en langue, le parcours littérature, savoir et culture numérique, le parcours du monde anglophone, le parcours monde hispanophone et les parcours en art qui sont le prolongement à la maîtrise, au master, de ce que je vous présentais tout à l'heure. Alors, ce qui pourrait vous attirer chez nous à ce niveau-là, pour les arts, on est très heureux d'avoir des partenariats avec des écoles assez prestigieuses. On offre notamment un parcours de création musicale et d'art sonore avec le GRM, qui est une des branches de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et c'est un parcours pour les compositeurs et les compositrices avec un groupe où la musique électronique a été inventée, en fait, dès les années 40 à Radio France. L'autre parcours en partenariat est avec une école d'ingénieurs du son et on fait ensemble un master en production musicale et en direction artistique pour former des directeurs artistiques et des producteurs au sens artistique du terme, pas au sens économique. Nos collègues de cinéma et d'audiovisuel travaillent pour leur part autour de l'esthétique du cinéma, de la philosophie du cinéma. Et il y a des spécialistes du cinéma américain et européen qui sont importants dans l'équipe. Par ailleurs, le parcours en art numérique et culture visuelle est mené par notre collègue Miguel Almiron, qui est argentin et qui est par ailleurs plasticien lui-même. Donc, c'est un parcours sur les arts numériques, y compris avec une dimension de pratique. Cette affaire de pratique est vraiment importante. C'est ce qui caractérise l'ensemble de nos formations en art à Marne-la-Vallée. J'essayais de le dire à propos du premier cycle. Contrairement à l'esprit universitaire, disons, ancien, où c'était seulement des formations de type théorique ou historique, etc. À Marne, on a essayé d'offrir des formations mi-pratiques, mi-théoriques. Que la pratique vienne nourrir la théorie et que la théorie vienne informer la pratique, comme on dit. De sorte que nos diplômés, que ce soit au premier ou au deuxième cycle, arrivent à se placer dans un grand nombre de métiers et de carrières parce qu'ils sont capables de faire du théorique et de la pratique. Ils sont réputés et le taux de réussite et de placement de nos étudiants est très bon pour ça. Parce qu'ils savent faire un peu de tout. Ce sont des espèces de trousses à outils qui sont capables d'affronter beaucoup de problèmes et c'est avantageux pour les petites structures de production en art à l'heure actuelle où les budgets ne permettent pas évidemment d'embaucher trop de gens. Donc voilà, j'espère vous avoir attiré un peu dans nos formations en art. Pour ce qui est des formations en lettres, vous avez, j'espère, observé que le mot numérique est présent. Nos collègues de lettres modernes sont des spécialistes de science-fiction, c'est le cas de Madame Langlais,
d'écriture, c'est le cas de Madame Tahar qu'on ne voit pas sur ce tableau, etc. Et ce n'est pas seulement un master, une maîtrise de lettres modernes classiques. Il y a une ouverture vers la technologie, une ouverture vers les nouveaux médiums d'expression, une ouverture vers la créativité. Pour ce qui est des mondes anglophones et hispanophones, ce sont d'excellentes formations généralistes pour étudier les grandes sphères culturelles anglophones, donc européennes et américaines, et les sphères hispanophones, à nouveau européennes et latino-américaines. Voilà, c'est une présentation de qui on est et j'espère vous avoir donné quelques raisons de vous intéresser à nos formations. Pour ce qui est du master ALC, je serai un des contacts de référence. Donc, si vous voulez m'écrire ou me poser des questions maintenant, c'est avec grand plaisir. D'autant plus que j'ai traversé ce parcours du combattant et je suis sensible aux questions que vous pourriez vous poser. Rapidement dit, quelles seraient, à mon avis, les bonnes raisons de venir à Paris? Tout d'abord, c'est d'un très grand enrichissement, j'ai trouvé. Comme je le disais, j'ai fait ça personnellement 3 fois. Une fois pour aller à Victoria, en Colombie-Britannique, une autre fois pour aller à Los Angeles, et la 3e fois pour venir à Paris. Et à chaque fois, ça a été des moments de transformation de ma vie, littéralement. Jeune étudiant ou moins jeune étudiant, ça a été l'opportunité d'ouvrir des portes, de découvrir des choses dans les pays que je visitais, mais aussi en moi-même, qui ne se seraient pas forcément développées si j'étais resté, je dirais pas dans le train-train, c'est un peu négatif, mais en tout cas dans l'air d'aller que j'avais au Québec, sans évidemment cracher sur quoi que ce soit. Je suis extrêmement fier d'être québécois et considère avoir été bien formé au Québec. Simplement, le fait de se confronter à l'international, ça a amplifié mon attachement au Québec, à vrai dire, et la fierté aussi de pouvoir échanger avec le monde ce qu'un des Québécois peuvent apporter ailleurs. Et cette position-là m'a été très confortable au point où j'ai choisi de vivre à Paris après. Sûrement, ça m'a aidé à gagner comment dire ça, en confiance en soi. Ça m'a aidé aussi à me confronter à des défis qui ne sont pas quotidiens et puis découvrir d'autres modes de vie, d'autres modes de gérer les choses, d'autres façons de concevoir l'enseignement ou l'administration. C'est enrichissant. Ça permet de relativiser, je trouve, une partie de nos problèmes et puis ça permet aussi d'avoir une vision riche et large du monde. Pour ce qui est de Paris, est-ce que je dois vraiment faire l'apologie de Paris? Ben, c'est très facile. La raison pour laquelle je me suis installé à Paris, c'est que en tant que francophone, il y a tellement de choses qui nous viennent de Paris que je m'y suis senti complètement chez moi et à l'aise. Et en fait, j'avais le sentiment d'appartenir à cette ville-là depuis toujours. Donc c'est personnel, bien sûr. C'est pas tout le monde qui réagit comme ça, mais moi, c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai choisi d'y vivre. Donc, une année d'expérimentation a fini de me convaincre et après cette année d'échange, j'ai décidé de m'inscrire dans des études normales ici et d'y finir mon doctorat. Voilà, je pense que ça suffit pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai quelques jolies photos, je crois, à la fin pour essayer de vous inviter. On est dans la banlieue est de Paris et on voit Paris au loin ici avec quelques bâtiments qui peuvent vous intéresser. Ça, c'est des bâtiments de l'école d'urbanisme. Ici, c'est vu de l'édifice d'urbanisme. Ça, c'est derrière le bâtiment principal de l'université. On a ici un campus à l'américaine un peu, ce qui n'est pas toujours le cas en Europe. Un campus avec différents bâtiments. La vieille ferme qui était le lieu d'origine, le bâtiment principal de l'université ici, ça c'est des résidences. Et le RER, le train de banlieue est juste là. On est à 20-25 minutes de Paris, c'est tout à fait intéressant.
Merci, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Alors, je mets en mode diaporama. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Sophie Moreau. Je suis géographe à l'université Gustave Eiffel. Et en entendant Floriana puis Martin, je suis frappée des convergences dans ce que je vais vous dire. Je ne vais rien déflorer, mais je vais vous présenter mon PowerPoint et puis vous allez comprendre. Alors, excusez-moi, c'est toujours des petits problèmes d'affichage. Vous allez mieux vous rendre compte de ces convergences-là. C'est pas seulement des convergences, je pense que ça devient des traits spécifiques de l'université Gustave Eiffel. Donc, première convergence, le côté petit, le côté communautaire, je dirais, des équipes à la fois enseignantes et des équipes étudiantes. Donc, en géographie, on est 9 enseignants-chercheurs titulaires, alors le double si on compte tous ceux qui participent à nos enseignements, et environ 60 étudiants par promotion. Ce qui veut dire que tout le monde se connaît, tout le monde partage le contenu des cours au niveau des enseignants et au niveau des étudiants, c'est pareil, très vite, ça fait des équipes extrêmement soudées, des vraies promotions. Et ça veut dire aussi que on connaît très bien les étudiants. Ils en sont parfois malheureux parce que comme on discute beaucoup entre nous, on les connaît vraiment très bien. Et c'est vrai aussi avec les équipes d'assistantes, de secrétaires, etc. Donc voilà, on les appelle par leur prénom, ce qui dans les universités françaises n'est pas toujours le cas. On les visualise très bien, même sans trombinoscope. Donc voilà, quoi, vous êtes vraiment soignés aux petits oignons quand vous faites de la géographie avec nous à l'université Gustave Eiffel. Alors, un autre point qui est assez caractéristique de la géographie, mais qui recoupe un peu ce que vient de dire Martin, c'est que la géographie, eh bien, on est à la fois très originaux et en même temps pas du tout. À l'université Paris-Est, à l'université Gustave Eiffel, anciennement Paris-Est Marne-la-Vallée. Donc, pour vous expliquer un peu plus ce que je veux dire par là, c'est que nous, on donne vraiment une formation en géographie qui est orientée sur la géographie sociale. La géographie sociale, on pourrait passer des heures à expliquer ce que c'est, il y a beaucoup de débats, puis je ne parle pas qu'à des géographes, là, donc je ne vais pas m'étendre. Mais je dirais pour vous, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que on travaille de façon très proche avec nos collègues historiens et sociologues, de façon même tellement proche que la première année de licence, alors peut-être qu'elle va moins vous intéresser parce que souvent les mobilités, ça se fait dans les années ultérieures, la deuxième année ou alors au niveau du master, mais notre première année, elle est tridisciplinaire. Donc, les gens qui s'inscrivent en fait en première année, ils ont le choix de s'inscrire soit en géographie, soit en histoire, soit en sociologie, et ils ont les mêmes enseignements. Et c'est ensuite, à chaque année, qu'ils vont se spécialiser dans l'une ou l'autre discipline, mais avec toujours des possibilités de double licence. Ce qui veut dire qu'en fait, en vous parlant de la géographie, je vais vous parler aussi de fait des enseignements de l'UFR, alors unité de formation et de recherche en français, qui correspond plus ou moins à une faculté, si j'ai bien compris, au Québec. Et donc, en fait, la géographie, elle est au sein de l'UFR SHS, qui est sciences humaines et sociales, et qui regroupe les historiens, la géographie, la sociologie, il y a un peu de philosophes et il y a des politistes, des spécialistes donc, de sciences politiques. Voilà. Donc, si on fait de la géographie sociale avec nos collègues historiens et sociologues, ça veut dire que on a une formation qui est très axée sur la compréhension des interactions entre le social et le spatial, mais ça veut dire aussi qu'on fait peu de géographie physique. Donc, dans les candidats, s'il y en a qui veulent se spécialiser sur des questions
voilà, de géomorphologie, de biogéographie, chez nous, ce n'est pas une très bonne porte. En revanche, si vous voulez vraiment travailler sur les questions sociales et les interactions socio-spatiales, eh bien, nous sommes une très bonne équipe. Alors, pour vous donner des exemples de travaux d'étudiants de licence 3 et de master, hein, alors il y a beaucoup de travaux appliqués, là aussi c'est un point commun avec ce qu'a dit Martin, beaucoup de travaux appliqués, beaucoup de projets de groupe qui peuvent être des projets de promo, hein, des enquêtes collectives, ou des travaux collectifs, ou des petits travaux de petites équipes d'étudiants. Donc là, je vais vous en présenter des tout récents. Donc, par exemple, là, une enquête collective qu'on a fait sur la fracture numérique. En fait, on a plus travaillé en termes d'inclusion numérique et on a beaucoup critiqué cette notion de fracture numérique. Et on a travaillé sur, alors le GPSEA, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est tout un ensemble de communes du sud-est de l'agglomération parisienne. Donc, entre autres, on a fait des cartes. Et là, cette carte-là illustre le fait qu'on s'est beaucoup intéressé à la façon dont l'exclusion numérique pouvait s'exprimer en termes d'inégalité de sexiste et ou de genre. Donc voilà, on a travaillé sur cet angle-là. Là, un autre exemple de travail d'étudiants, alors là, par petits groupes. Donc, je vous disais qu'on faisait de la géographie sociale, et y compris la géographie sociale de l'environnement. Et on travaille sur des questions environnementales sur le campus. Et comme le campus de Marne-la-Vallée, comme Martin l'a dit et Floriana également, c'est un campus entre guillemets à l'américaine, mais en fait à l'américaine, mais on est en France, on est en banlieue parisienne, mais qui se singularise par le fait qu'il y a quand même beaucoup d'espaces verts et il y a un jardin partagé qui est le jardin de l'école des Ponts. Et donc, nous, on s'est intéressé à la façon, au travail dans ce jardin, au travail de la nature, en fait. Donc voilà, il y a toute une petite équipe qui a travaillé là-dessus. Dernier exemple, et je vais en reparler après, en L3, nos étudiants ils font des petits documentaires. Et là, c'était la première édition l'année dernière, et là, vous en avez... je vous en montrerai peut-être un tout à l'heure, mais voilà, là, ils ont fait des films sur, c'est marqué en bas, le trajet quotidien d'une femme. En fait, c'est sur le sentiment d'insécurité dans les trajets. Les trajets quotidiens des étudiantes. Voilà, c'est un film de femmes, sur les femmes. Donc, voilà pour vous expliquer un petit peu nos ancrages en géographie. Maintenant, je vais revenir plus précisément dans les cours qui peuvent vous intéresser. Et un peu comme Martin, on a des cours qui sont des cours, un peu comme Martin l'a expliqué, des cours appliqués, des cours sur projet, où on travaille sur des projets ici de diagnostic urbain. Alors là, on a été en voyage d'études à Bruxelles. On travaille aussi à la maîtrise d'outils spécifiques en géographie, notamment les outils cartographiques et les outils statistiques. Et puis, bien sûr, on a un ensemble de cours fondamentaux transversaux et qui traitent de toutes les parties du monde. Alors moi, présentement, je suis entre guillemets malgachologue, c'est-à-dire spécialiste de Madagascar. Et donc, je donne beaucoup de cours en géographie de l'environnement, en géographie rurale et en géographie des pays du Sud ou des pays en voie de développement, selon, c'est des catégories très discutées, mais justement qu'on remet en question. Donc là, c'est les enseignements de L2. En L3, donc la troisième année du baccalauréat pour des Québécois, les choses se compliquent parce que en fait, c'est comme un éventail. On a on a 4 grands parcours disponibles, ce qui veut dire que vous avez en fait un vaste choix de cours. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser. Et en particulier, donc on a un parcours qui est plutôt dirigé sur l'enseignement. Là, dans ce parcours-là, il y a une formation théorique en cours fondamentaux qui est très riche. Et puis, on a un parcours en géographie sociale et culturelle qui est assez riche, dont le socle, c'est quand même beaucoup d'enseignements fondamentaux en géographie sociale. Et puis, on a un parcours qui est qui aborde beaucoup les questions d'études urbaines, en commun avec la sociologie. Et pourquoi? C'est parce qu'on a des masters en urbanisme et en aménagement
qui sont très développés à l'EUP, l'école d'urbanisme de Paris, dont je vais reparler après, qui est un des débouchés en master après une licence de géographie. Et puis, nous aussi, on travaille beaucoup sur le numérique. Et donc, on a un parcours humanité numérique dans lequel, alors justement, on a collaboré avec les enseignants-chercheurs de lettres pour à la fois définir, borner le terrain sur nos parcours, ne pas refaire la même chose, mais on travaille beaucoup sur les applications numériques des SHS. On a des masters en la matière. Alors là, je vais passer assez vite parce que je ne peux pas vous donner... vous détailler tout ce qu'on fait, mais on fait des choses formidables. Alors, en particulier, dans les enseignements appliqués, on a des ateliers de recherche, et là, c'est toujours associé, alors, sauf en période Covid, là, on a un peu plus de mal, mais c'est associé à des enquêtes collectives sur le terrain, et ce terrain, on essaye de faire voyager nos étudiants. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple à Bruxelles, il y a 3 ans maintenant, en L2. Cette année, Victoire, on va réussir à partir et on va à Nantes, donc, qui est une ville de l'ouest de la France, presque au bord de la mer. Et enfin, lors de cette étape, les étudiants ils font une enquête en géographie sociale, mais surtout ils rendent compte de cette enquête à travers un documentaire sonore. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite bande son en illustration. Et dans les enseignements fondamentaux, c'est des choses peut-être assez classiques. Alors, dans les choses qui le sont un peu moins, on a des super spécialistes des migrations internationales, mais vraiment analysés d'un point de vue de géosocial, sur les itinéraires migratoires, sur les parcours des migrants. Donc ça, c'est bien abordé. Et voilà, moi, entre autres, je donne cours en Géo des Suds, mais aussi dans le cours environnement et risques. Et là, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les sociologues sur les conflits miniers. Alors, je pense que ça intéresse le Canada, ce genre de problématiques. Voilà, notamment les relations. Alors, vous allez me dire que je pense que c'est un point où les étudiants canadiens pourraient nous apporter beaucoup de choses. Alors, dans le parcours études urbaines, ils ont aussi un atelier, en fait, qui est une réponse à une commande publique. Mais là, comme j'y interviens moins, je ne vais pas trop détailler, puis on en reparlera tout à l'heure. Et dans le parcours à humanité numérique, le point le plus... enfin, je pense que les points forts, c'est ici, on a plein d'enseignements sur les fouilles de données. Donc, en fait, apprendre à se dépatouiller avec Internet et à y trouver les choses qui sont intéressantes et avoir accès à des bases de données numériques et apprendre à les traiter. Et puis, un enseignement dont je m'occupe et que j'aime beaucoup, c'est la réalisation de documentaires. Et l'année dernière, on a travaillé sur les trajets quotidiens. Cette année, on travaille sur les élections. Donc, si vous venez l'année prochaine, ce sera un nouveau thème qui sera plein de promesses, je l'espère. Alors, là, éventuellement, je vous montrerai, si on a le temps, ces petits documentaires. Ils ne durent que 5 minutes. C'est la première fois que les étudiants réalisent. Et en fait, là, celui-ci, la thématique, c'était les trajets quotidiens. Donc, en fait, il décrit les trajets quotidiens d'un étudiant, mais c'était l'année dernière, en pleine période Covid, à un moment où rien que se déplacer et venir à l'université était quelque chose de rare et de précieux. Alors, si on a le temps et si ça vous intéresse, je vous le montre à la fin parce que vous allez voir de ce fait les lieux quotidiens de vie des étudiants, puisqu'au début, il est dans sa chambre dans la résidence universitaire. Cette fois-ci, la sienne, celle qui a été choisie, n'est pas sur le campus, mais elle est un peu éloignée. Et donc, il prend le bus, il prend le métro, enfin le RER, puis il se déplace à pied. Et puis là, vous avez en fait, il est dans le hall de l'UFR SHS. Hall désert il y a 1 an, puisque on n'avait pas, voilà, on était semi-confinés. Mais maintenant, il est plein, je vous rassure. Très vite, je vais vous parler des masters. Les masters, ils sont dans la continuité des licences 3. Et vous voyez, je vous ai expliqué qu'il y avait 4 parcours. Mais en fait, ces 4 parcours, c'est parce qu'ils correspondent à des spécialisations en master. Donc ici, je vais vous parler du master de géographie sociale qui s'appelle Espace, Société, Territoire. Et ce master, il est fait en partenariat avec d'autres universités ou écoles, dont la prestigieuse École normale supérieure de la rue d'Ulm,
voilà, qui est une grande école française. Et puis, on travaille beaucoup avec les collègues de l'UPEC. Et peut-être la spécificité, c'est qu'il y a un semestre qui est dégagé pour réaliser un mémoire individuel cette fois-ci, ou un stage. Et en fait, l'intérêt de ce master, c'est qu'on vous donne vraiment une boîte à outils théorique au premier semestre en géosocial, mais après que vous pouvez appliquer sur des terrains complètement différents. Par exemple, l'année dernière, moi j'ai encadré plusieurs étudiants sur un programme de recyclage des déchets plastiques dans les campagnes sénégalaises. Et donc, on est parti au Sénégal à deux étudiants français, 4 étudiants sénégalais, et puis toute une équipe de recherche. Et ma foi, c'est un programme qui va durer. Donc, c'est pour vous dire que finalement, avec la géographie, vous pouvez envisager des mobilités, j'allais dire, par ricochet. Vous venez en France, mais pour aller éventuellement réaliser des travaux encore plus loin. Alors, nous avons aussi des masters en aménagement et en urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, c'est ça, EUP. Alors, l'EUP, ça fait partie de l'Université Gustave Eiffel. Et l'EUP est implanté dans un des bâtiments les plus récents et les plus chics, avec, vous voyez ici, il y a une toiture végétalisée voilà, en forme de vague. Et c'est dans le bâtiment qui est derrière qu'ont lieu l'essentiel des enseignements. Et en fait, il y a beaucoup de masters à l'EUP parce qu'il y a un M1 commun, et puis après, il y a plein de M2 selon les spécialisations, si c'est plutôt sur les transports ou plutôt sur l'aménagement urbain, avec des spécialités plutôt sur l'habitat, des spécialités plutôt sur l'environnement, ou alors des spécialités sur les projets internationaux. Donc vous voyez le M2 par exemple, urbanisme, expertise internationale avec un programme ville du Nord, ville du Sud. Mais nous avons également d'autres masters avec lesquels nous travaillons, notamment un master qui s'appelle Culture et métiers du web, CMW, et qui lui a des partenariats avec la Corée du Sud. Un master développement culturel territorial qui a des liens avec la Ferme du Buisson, qui est un grand lieu de spectacle de l'Est parisien, avec une programmation riche et originale. Et puis des masters en sciences politiques, des masters en sociologie, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Bon, il y a des masters en enseignement, bien sûr, avec des cours spécialisés de très haut niveau, très denses. En général, les étudiants en programme d'échange, ils ne viennent pas les suivre parce que c'est un travail très fondamental, très, très solide et un peu dur à suivre. Voilà, donc je terminerai ma présentation là-dessus. J'ai été un peu longue, mais comme vous le voyez, nous vous attendons, prêts à vous chouchouter, à vous encadrer donc de très près, à vous faire découvrir l'originalité de nos formations. Et peut-être en géographie, on a le goût des voyages, à vous accueillir pour vous envoyer ailleurs, que ce soit en Europe, en France ou même à Madagascar, par exemple, on est en train de développer plein de programmes d'échange. Très intéressant. Merci de Madame Eurydice Matondou dans le chat de Campus France Québec. C'est vrai que votre présentation à tous était très intéressante, très complète. Vous avez tous parlé beaucoup de masters. Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants en échange qui vont faire des échanges à la maîtrise? Oui, parce que nous, à l'UQAM, la mobilité est beaucoup au niveau baccalauréat, là, puis souvent, c'est des séjours de recherche ou plus stage pratique là, au 2e cycle ou 3e cycle. Mais vous recevez beaucoup d'étudiants pour les cours de master. On n'en reçoit pas autant qu'on voudrait, en fait. OK. Il y a beaucoup de nos étudiants qui s'en vont. Le Québec est extrêmement prisé. Ça fait rêver les Français, le Québec. Et donc, dans ce sens-là, il y en a beaucoup, surtout à Montréal, mais un peu aussi à Québec, à Sherbrooke. En réception, on a des étudiants, mais c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça aujourd'hui. Il y a de la place pour en recevoir plus. Et premier cycle, 2e cycle, les deux. Plutôt 2e cycle, en fait.
Ouais. Il y a une question dans le chat super intéressante de Jonathan Harvey. Existe-t-il des co-tutelles pour doctorat en management plus précisément? Euh, je ne connais pas le détail des formations en management. Il faudrait demander à nos collègues, mais c'est courant. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Oui, même réponse. Il faudrait contacter qui serait ça, Marianne Abramovici peut-être, ou d'autres collègues comme ça qui écrivez-nous si ça vous intéresse, on relaiera. Est-ce que vous auriez est-ce que ce serait par exemple au service des relations internationales que l'étudiant devrait contacter? Oui. Alors, notre service gère surtout les mobilités entrant au niveau licence et master, donc baccalauréat et maîtrise. Mais vous pouvez toujours nous envoyer des mails et nous, on se chargera de contacter l'école doctorale ou la formation demandée pour se renseigner sur les possibilités du doctorat. Parfait. Alors, Responsable. Ici, je vais essayer. juste pour les doctorats en co-tutelle, je pense que c'est très valorisé de façon générale, hein, d'avoir notamment en co-tutelle internationale. Et je pense que la façon dont ça se passe en général, c'est par affinité entre les équipes de recherche. Donc autrement dit, si vous repérez à l'université Gustave Eiffel des chercheurs qui développent des programmes, des travaux qui vous intéressent et qui matchent bien avec votre projet à vous et vos directeurs, directrices potentiels à l'UQAM, ben, c'est aussi le travail du doctorant de créer ces interrelations. Et à partir du moment où vous êtes en co-tutelle, il y a des aides à la mobilité, je crois, dans les programmes de co-tutelle, avec des bourses, comment dire, il y a des indemnités de séjour, il y a les billets d'avion sont financés. Enfin, il y a plein d'aides spécifiquement dans ce cadre-là. Je crois pour 6 mois minimum, voire 2 fois 6 mois sur les 3 ans, quelque chose comme ça. Hein. Après, ça dépend des programmes. Et la co-tutelle donne lieu à un diplôme international. Moi, j'ai été membre de plusieurs jurys de thèses internationales comme ça. Et c'est très prestigieux. Ça donne un gros plus au CV. Ça, ça, ça fait ressortir un profil du lot parce que c'est quelqu'un qui s'est bougé, qui a fait des efforts supplémentaires. Bon, avec la France, ça joue moins, mais quand c'est en plus dans une langue étrangère, c'est aussi un plus. On pourrait peut-être argumenter que le québécois et le français sont quasiment des langues étrangères. Non, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, les faux amis sont nombreux et c'est enrichissant à faire le ménage là-dedans. Pour l'UQAM, je ne sais pas si c'est encore le cas. Quand je vivais au Québec, c'était une université qui avait une forte dimension technologie, communication, etc. Vous aurez compris que c'est notre cas aussi à Marne. Hein. On a tous fait ressortir ça dans nos présentations. Les universités nouvelles, et c'est le cas de l'UQAM aussi, évidemment, on en profité pour être un peu plus à la pointe sur ces questions-là. Et c'est une des choses dont on est tous fiers. Oui, non, mais c'est en effet toujours le cas. On a beaucoup d'étudiants de profil plus numérique, digital, qui désirent partir en échange. Donc, super intéressant pour nous de connaître les profils qui existent là, à votre université. On a un partenariat avec l'UQAM en art numérique, justement, et on a accueilli des étudiants, puis plusieurs des nôtres sont venus chez vous dans le passé. On avait des liens aussi avec l'Université du Québec à Chicoutimi, puis c'est à Rouyn-Noranda, l'autre, je ne sais plus, il y a un gros département. Trois-Rivières. Trois-Rivières, non, en Abitibi. Il y a un gros département, d'art numérique là-bas qui fait des choses vraiment intéressantes. Génial. Je ne sais pas si on a d'autres questions en écho, peut-être tu avais des commentaires. J'allais dire, s'il n'y a pas d'autres questions, je reviendrai peut-être sur un point que Mme Moreau a mentionné, qu'elle avait peut-être une vidéo à nous présenter de le trajet. Mais Je me oui. dirais, il nous reste 8 minutes. Ah, mais il y a Peut-être le temps.
on pourrait présenter cette vidéo. Ça va peut-être susciter d'autres questions de la part de... Alors, Et peut-être qu'on peut faire un petit sondage. Est-ce que les gens dans l'auditoire sont intéressés à voir cette vidéo? Je ne veux pas non plus forcer. oui. Alors, juste avant de lancer la vidéo, deux petites remarques. Numéro un, c'est la première réalisation d'étudiants de licence 3, donc ils ont 20 ans, c'est la première fois que voilà, ils réalisent un documentaire. Deuxièmement, le documentaire s'appelle Garder espoir et il est assez mélancolique. Voilà. Donc, je le lance. Attends, je fais le partage d'écran d'abord pour que vous ne perdiez pas de... Est-ce que vous pensez qu'on peut le... C'est combien de temps? Vous avez dit 5 minutes, je crois. Hein? Même pas, même pas. Même pas. OK, d'accord. OK. C'est la consigne de l'exercice. D'accord. Moins de 5 minutes. Donc, On y va. j'allais vous suggérer un extrait, mais je pense qu'on peut l'avoir au complet. Ça peut être Ouais, intéressant. ouais, vous allez être pris. Vous allez... Voilà. Donc, il faut savoir qu'avant le coronavirus, j'avais un temps de présence en entreprise exigé de 5 jours par semaine, donc c'est-à-dire 5 jours sur 5. Donc, c'était le maximum. Et depuis le corona, on est passé à un temps de présence au minimal, c'est-à-dire tout le monde a été mis en télétravail. Donc je peux dire qu'on se déplace avec la distance de sécurité, on se déplace en portant le masque, on se déplace pour des cas très importants, les vacances et activités loisirs, il faut les éviter, et voilà, on se déplace en respectant le confinement. C'est vrai que pour partir des fois en week-end, ce n'était pas forcément autorisé. Et même si j'ai parfois justement bravé cette interdiction, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment sur le point extrascolaire que le virus a modifié mes déplacements, tout simplement en les rendant beaucoup plus difficiles ou même en les interdisant. Le virus, il a modifié mon déplacement dans le sens où je sortais pour tout et rien. Je pouvais sortir pour le sport ou je pouvais sortir pour aller voir des amis. Mais là, maintenant, avec le virus, je limite mes déplacements. Les seuls trajets qui restent, c'est par exemple pour aller chez le médecin ou pour aller voir de la famille, des amis. On les limite au maximum et on limite l'usage des transports en commun, déjà parce que c'est quand même des lieux à risque. Et puis il y a un mensonge sur le fait que c'est assez bien géré, qu'il y ait une seule place sur deux, que tout le monde ait le masque. On est quand même très nombreux à partager le même air, donc dans un tout petit wagon, on est au moins une cinquantaine. Le Covid, ouais, il a beaucoup modifié nos déplacements, je pense. Déjà au tout début, à cause du confinement, qui a duré 3 mois, ne plus pouvoir sortir, c'était très très dur pour tout le monde, je pense, déjà psychologiquement et physiquement, hein, juste vouloir prendre l'air. Ensuite, aujourd'hui, je pense, au niveau des relations sociales, il a beaucoup modifié nos déplacements, on va plus trop voir nos potes. Moi, le Covid, ça a beaucoup affecté ma vie, les relations que j'ai avec ma famille. Donc, le contact
humain que j'ai avec eux, je l'ai complètement perdu, quoi. Et ça me rend super triste. Alors, le virus, ça a vraiment modifié mes déplacements. Complètement. Pendant un long moment, avec la fermeture de ma fac sur Saint-Denis, j'ai plus du tout utilisé les transports. Donc tout cela a énormément affecté mon quotidien et surtout mon moral. Je commence vraiment à saturer. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très d'actualité. On peut pas le nier. Et j'oserais espérer que les étudiants qui iront à votre université ne vivront pas la même chose, que la pandémie sera derrière nous. On peut l'espérer. Mais merci beaucoup. Ça nous donne une idée un peu là, du quotidien des étudiants qui vont sur le campus. Du quotidien l'année dernière. Ah, OK, c'était l'année dernière, ça. C'était l'année dernière, c'était il y a un an. Et effectivement, ces étudiants-là, en fait, il y a un an, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous à l'UQAM, mais chez nous, beaucoup de cours étaient en distanciel. Et ce cours de création audiovisuelle était leur seul cours où là, il fallait bien être là, quoi. Et donc, ils étaient très heureux d'avoir ce cours-là. Et en même temps, ils venaient, vous voyez, l'université était déserte, quoi. Les bus étaient déserts, le RER était désert, et c'est un campus beaucoup plus vivant. C'est pour ça, je ne sais pas si ça fait vraiment la pub de Gustave Eiffel, parce que c'est assez mélancolique et assez triste. La précision vient tout recadrer, donc il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça quand même une belle vidéo et merci beaucoup pour le partage. Je retiens aussi le nom de la station là, qu'il faut débarquer. Noisy-Champ. Une éducation. Voilà, vous voyez Noisy-Champ, vous voyez un peu les lieux du campus, même si c'est difficile de vous en rendre compte là, parce que comme la thématique, c'était les trajets quotidiens, ils ont fait tout un parcours en fait dans l'est, dans l'est de l'agglomération parisienne. Mais vous voyez Logne, par exemple, où il y a la ferme du Buisson. Voilà. Alors, personne ne l'a dit, mais il y a Euro Disney qui est à 5 stations de RER. Oui. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Écoutez, le temps file, il est 11h02. Je pense que ça a été vraiment très intéressant. Comme je le mentionnais, c'est enregistré, donc on va pouvoir le diffuser à travers notre communauté étudiante. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment, Mme Moreau, Mme Capodi-Ferro et M. Laliberté pour vos présentations, vos témoignages aussi. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée pour vous et une bonne journée pour toutes les personnes qui sont à l'UQAM en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.